Tshisekedi, ce qu'on peut déjà dire d'emblée comme ça, c'est que les Gédans sont encore frais sur les papiers dans les rédactions parce que l'une des grosses questions d'actualité en ce moment-ci, c'est l'avènement d'une nouvelle CENI, du moins du côté de sa configuration. On cherchera à en parler avec vous pour savoir ce que vous en pensez, vous et même ce qui se dit au sein de votre parti, l'UDPS, parce qu'il s'agit d'une grande question d'actualité dès lors qu'on vous attendait également vous-même au niveau de cette CENI. Monsieur Tshisekedi. Mon opinion, en fait, c'est que c'est bien dommage qu'on n'ait pas eu une autre approche à propos de cette CENI, parce que la CENI se veut une institution d'appui à la démocratie. Et normalement, elle doit être composée de personnalités censées être neutres, donc n'ayant pas de couleur politique. C'est vrai que dans l'expérience de notre pays qui balbutie encore au niveau, et c'est peu dire, au niveau démocratique, c'est vrai que dans cette expérience, on aimerait surveiller un peu ce processus-là, cette CENI par des politiques, mais il valait mieux que ces politiques jouent un rôle des moins importants. Or ici, on se rend compte que c'est le même principe que, par exemple, dans une assemblée. Vous trouvez des membres qui sont représentés selon la majorité ou l'opposition en nombre. Et bon, c'est vrai que la société civile y est, mais c'est une société civilement politique, malheureusement, et notamment la personnalité très controversée de son président, du président de cette CENI, M. l'abbé Malou Malou, qui, comme tout le monde le sait, a une couleur politique parce qu'il a été conseiller ou expert à l'époque, et il a fait des missions au nom de la présidence de M. Joseph Kabila. Donc, mais vous-même, ça ne vous avait pas dérangé d'être aussi l'un des membres de ce bureau de la CENI? Ah si, ça m'a dérangé. La preuve, c'est que j'ai pas réservé une suite favorable à ma désignation par mes amis qui siègent au Parlement. Après consultation du président de l'UDPS? Non, le président n'a rien à voir, il ne m'a rien dit, il n'a fait aucun commentaire sur cette question. Nous n'en avons jamais discuté, personnellement, lui et moi. Mais c'est en âme et conscience. C'est après avoir... Et d'ailleurs, ma réponse, elle avait été spontanée au moment même où les amis m'ont fait part de leur choix. Mais aujourd'hui, vous dites quand même, bon, malgré tout, contre mauvaise fortune, on fait bon cœur. C'est-à-dire, vous feriez avec cette même CENI? Non, je ne crois pas, parce que vous savez très bien que pour nous, à l'UDPS, nous considérons que le pays connaît une crise politique, une crise de légitimité. Et cette crise remonte aux élections de novembre 2011, les dernières. Et selon nous, et d'ailleurs selon une grande partie de la population, parce que nous avons quand même pu expérimenter cela en contactant des gens, en discutant avec des gens, selon nous, ce qui s'est passé le 28 novembre est inacceptable. Donc, on ne peut pas, comme ça, orchestrer un hold-up électoral et penser que tout peut rentrer dans la normale et que la vie politique peut continuer. Pour nous, tout s'est arrêté depuis cet instant-là. Et avant que cela puisse continuer, de notre point de vue, il faudrait absolument crever cet abcès qui est très douloureux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire revenir à la vérité des urnes. Oui, la vérité des urnes, pour faire quoi? Puisque tout cela paraît comme un peu quand même assez décalé. Mais non, mais justement, c'est ça l'erreur. C'est ça que j'ai toujours pas compris chez les Congolais. Pour dépasser selon qui, selon quoi? Il y a eu dans ce pays des élections. Et des élections qui se voulaient libres et démocratiques. En tout cas, le jour du scrutin, elles l'ont été. Et après le scrutin, il y a des fraudes que tous les observateurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, ont reconnues. Et ces fraudes entraînent une crise politique. On veut faire comme si la crise n'existait pas, passer outre et dire que la vie continue. Mais ce n'est pas possible que la vie puisse continuer. D'ailleurs, du chef même de ceux qui s'accrochent et qui gouvernent ce pays par défi, on sent qu'ils reconnaissent aussi implicitement qu'il y a une crise. Parce que cette CENI, la CENI de l'époque conduite par le pasteur Ngoï Mulunda, mais cette CENI-là, elle avait pour mandat, elle avait un mandat de 6 ans. Pourquoi est-ce que ce mandat est interrompu comme ça, brutalement, et on passe à autre chose? Okay, donc ça veut dire qu'il y a un malaise. Et lorsque lui-même, Joseph Kabila, appelle à
un dialogue pour une cohésion nationale. C'est une bonne chose. Lorsqu'il le fait, attendez, lorsqu'il le fait, pourquoi le fait-il? Si le pays est calme, si tout va bien, s'il a gagné les élections, pourquoi est-ce qu'il appelle à un dialogue? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on doive aller à un dialogue? Ça veut dire qu'il y a eu une crise. Et donc, ça ne sert à rien de se masquer la vue, ça ne sert à rien de faire la politique de l'autruche. Le problème reste pendant. Et tant que ce problème ne sera pas réglé, pour nous, eh ben, ça veut dire que les institutions ne marcheront jamais correctement. Et la première de ces institutions, c'est le peuple. Oui. Et on le voit. Autre façon de faire la politique de l'autruche peut aussi être celle de considérer ou de dire qu'il y a eu élection, il y a eu crise, comme si, après ça, il n'y a pas eu un gouvernement, il n'y a pas eu des institutions qui ont été mises sur pied, il n'y a pas un parlement qui fonctionne, il n'y a rien qui se fait, tout s'est arrêté. Non, justement, ceux qui continuent, qui font semblant de continuer, pour nous, c'est une perte de temps. Parce que vous voyez d'ailleurs, dans ce qu'eux proposent, dans ce fameux dialogue qu'ils tardent à mettre sur pied, ils comptent, d'après les informations que nous avons, ils comptent aussi arriver à une situation où ce qu'eux considèrent comme l'opposition s'impliquerait, on referait les choses autrement, etc. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a perdu tout ce temps? S'impliquerait et refaire les choses autrement, ça veut dire quoi de manière concrète? Mais non, ça c'est à eux qu'il faudra poser cette question. De notre point de vue, c'est vous qui en parlez. De notre point de vue, il faut revenir à la vérité des urnes. Par quels moyens, ça peut s'imaginer, ça peut aussi être un dialogue, pendant qu'on y est, mais le point essentiel de ce dialogue sera de crever ce que j'ai appelé l'abcès, c'est-à-dire revenir à la vérité des urnes. Donc à ce qui s'est passé le 28 novembre. Et qui est à la base de la crise qui sévit aujourd'hui dans notre pays. Pour que cela ne soit pas comme quelque chose de chimérique, pour qu'on arrive à quelque chose, comment pensez-vous qu'il faudra faire les choses? Parce que, vous faites remarquer qu'il y a un malaise, qu'il y a eu une crise, ça, certaines personnes peuvent l'admettre d'une manière ou d'une autre, mais il faut avancer. Comment avancer? Mais déjà en désamorçant ce problème, donc cette crise en revenant à la vérité des urnes. Donc c'est-à-dire, on peut partir d'un dialogue, parce que c'est le cadre idéal selon moi, parce que ça va se passer entre Congolais, à l'abri des pressions ou des implications de la communauté internationale. Donc entre Congolais, ça peut se passer. Entre Congolais, on peut reconnaître qu'il y a eu des failles à cette élection et qu'on a pris la victoire du vrai candidat, de celui qui a été élu. Et alors là, on peut ensemble envisager l'avenir. Entre Congolais, ça veut dire que vous pouvez aller à ces concertations dont parle le président Kabila, par exemple. Non, il est très, très, très mal placé pour demander des concertations. Mais avec qui parlerez-vous? Je viens de vous dire ici que nous aurons peut-être eux comme interlocuteurs, d'accord, mais l'initiative ne doit pas venir d'eux, parce que je les vois très mal avouer devant nous qu'ils ont volé les élections. Ils ont triché aux élections. Donc il faut que l'initiative, pour qu'elle soit rassurante pour les uns et les autres, vienne par exemple de l'extérieur, oui. Là, je voudrais quand même prendre votre avis autrement, puisqu'il y a bien de gens qui estiment qu'il faut donner au Congo sa chance. Il faut permettre au Congo d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, 2013, c'est sûrement pas comme en 2010 ou en 1990. Et bientôt, il va y avoir 2016. Ça veut dire que si les choses, on les prenait telles que vous les présentez, telles que vous les mettez sur la table, qu'on n'ait pas crevé l'abcès, comme vous le dites, peut supposer que vous ne vous engagerez pas dans quelque élection à venir. C'est fort possible, mais ce serait catastrophique alors pour le pays. Vous savez, en 2006, lorsque il est arrivé l'heure d'aller aux élections, nous avions déjà à l'époque tiré la sonnette d'alarme en disant que le fait de ne pas avoir respecté les prescrits de l'accord global et inclusif allait entraîner des problèmes. Et on a vu ces problèmes. Et on continue à avoir ces problèmes. On les a vus au mois d'août 2006 et au mois de mars 2007. Ça a tiré dans la ville de Kinshasa. Il y a eu des centaines de morts. Jusqu'à ce jour, d'ailleurs,
Il n'y a aucune enquête qui n'a été faite, aucune indemnisation envers les victimes, etc. C'est une chose. Mais à cause de cet art, à cause de du fait d'avoir fermé les yeux sur ce processus, sur les principes même qu'il fallait respecter, aujourd'hui, nous sommes encore en train de nous enfoncer dans la crise. Parce que les imperfections de 2006 ont encore creusé le gouffre en 2011. Et aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. Mais en fait, elles remontent au fait déjà de 2005 où on avait refusé de respecter certains principes. Comment faire pour qu'on dise que vous ne vous complaisez pas à une sorte de politique de chaise vide? Non, mais absolument pas. On nous a déjà fait ce procès avant 2011, mais nous étions présents à tous les niveaux en 2011. Nous étions présents. Non, à partir du moment où les choses, en tout cas, demandent qu'on soit là, nous sommes là. Nous ne ratons pas le rendez-vous. Nous étions présents à la conférence nationale, bien que, la conférence nationale souveraine, bien qu'il y avait quelques imperfections qui faisaient que, bon, il fallait quand même entrer et ramener, parce qu'au début, rappelez-vous, on parlait de conférence constitutionnelle, puis conférence nationale tout court, mais on a insisté pour qu'elle soit souveraine, et donc, le cadre était tracé pour y aller. De même, accord global et inclusif, c'est nous, c'est l'UDPS qui était d'ailleurs le fer de lance. Souvenez-vous que ce dialogue intercongolais avait été interrompu à un moment donné entre les partisans de M. Bemba et de M. Kabila, qui s'étaient entendus dans un hôtel de la place et qui sont partis, qui ont quitté la table des négociations alors même qu'on n'avait pas conclu ces accords. Et nous avons entamé une longue tournée diplomatique pour demander à ceux qu'ils reviennent autour de la table et qu'on conclue, qu'on arrive à une conclusion. Et c'est ce qui s'est passé. On l'a fait grâce à l'UDPS notamment, même si après ça, nous avons été payés en monnaie de singe en nous écartant de la transition. On s'est dit, peu importe, l'essentiel, c'est que les prescrits de l'accord soient respectés. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. C'est pour ça qu'en 2005, il y a eu des marches, des contestations pour que tout s'arrête, parce que le processus était prévu de s'arrêter le 30 juin 2005, souvenez-vous. Ce que je regrette, c'est que nous n'avions pas été entendus par cette communauté internationale qui finançait le processus. Elle a regardé, malheureusement, sa poche, parce qu'elle a financé le processus, et pour elle, il n'était plus question d'arrêter le train de la marche vers l'état de droit, vers la démocratie. Il fallait continuer. Mais en continuant, il y a eu des tares, et les tares ont des répercussions jusqu'à ce jour. Si quelques leçons pouvaient être tirées par rapport à ces échecs, par rapport à ces différentes péripéties de la vie politique congolaise et de vos activités en tant qu'opposant et au sein de l'opposition, qu'est-ce que vous tirez comme leçon? Très peu de mots. La principale, c'est le manque de respect des principes. Donc, pour réparer cela, il faut respecter les principes établis. Et ces principes sont connus. Mobutu ne respectait pas les principes. Pardon? Mobutu ne respectait pas les principes. Non, mais c'est Laurent Désiré Kabila non plus. Absolument Joseph pas. Kabila, mêmement. On les lui a tracés, mais il marche totalement à côté de ça. Oui. Oui, mais il faudrait dire que dans cette démarche, vous-même, il y a eu beaucoup de modifications, de changements au sein de l'UDPS, de telle sorte que c'est comme si vous êtes demeurés les seuls à avoir eu raison au détriment de tous ceux qui vous ont quittés. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, écoutez, on ne va pas refaire le monde ici en discutant de... En très peu de mots, peut-être avant de passer à autre chose, puisqu'il convient que les gens comprennent pourquoi il faut continuer. L'UDPS est resté la même. Hein. C'est toujours le même parti qui a eu une histoire, hein, qui, comme un train qui part d'une gare de départ jusqu'à son terminus, a eu des nouveaux adhérents et des gens qui s'en vont. Donc on n'est pas les premiers, on n'est pas les seuls à le vivre. Et puis n'oubliez pas que le chemin de l'UDPS a été très tortueux, il a été parsemé de beaucoup d'embûches. Hein. En clair, ça veut dire on s'est battu contre des dictatures, nous avons dû à faire face à de la férocité. Des gens ont perdu leur vie à l'UDPS. Donc pour y adhérer, surtout que c'est un parti d'adhésion libre,
il faut vraiment le vouloir. Hein. C'est pour ça que moi, je salue tous ceux qui, depuis le départ, sont là. On fait face à l'adversité la plus cruelle. Ceux qui ont abandonné, moi, je crois que c'est pour tout simplement des raisons personnelles. Parce qu'il n'y a rien de mal à l'UDPS. À l'UDPS, nous disons, nous voulons un État de droit, de démocratie, et pour ça, nous ne marchanderons pas. Oui. Et cet État de droit et de démocratie, pour qu'il soit consolidé, eh ben, ça passe par des élections qui se veulent réellement démocratiques et transparentes. C'est pour ça que je dis, le cadre avait été, j'ai dit tout à l'heure que le cadre avait été tracé à M. Joseph Kabila. Les élections l'ont été, même si nous déplorons un peu la manière en amont qui a été faite, parce que souvenez-vous, à Sun City, on s'était convenu de faire d'abord le recensement, ensuite l'identification de la population avant de passer aux enrôlements. Là, ça ne s'est pas fait comme ça, mais n'empêche, dans l'exercice même de leur devoir, les Congolais ont voté librement. Mais c'est dans la proclamation de résultats que cela a coincé, et nous le déplorons. Nous le condamnons même. Y aurait-il, après que vous ayez réfléchi, possibilité d'évoluer autrement si, par exemple, l'opposition s'était soudée pour aller vers une sorte de candidature unique? Non, nous ne pensons pas, parce que vous voyez que malgré la diversité de candidatures, notre candidat est arrivé en tête. J'ai eu l'occasion de le répéter partout où je suis passé en Occident comme en Afrique. Personne ne m'a contredit. On sait qui a gagné ces élections, c'est bien Étienne Tshisekedi. Donc le problème de la multitude de candidatures n'a pas eu d'impact, en réalité. Oui, mais quand vous posez les choses de cette manière-là, qu'on se le dise entre nous, il conviendrait quand même que vous mettiez des éléments sur la table, que vous disiez ça et ça démontre que c'est elle qui a gagné et pas tel autre qui avait gagné. Mais les éléments, déjà à notre niveau, vous savez que beaucoup de bureaux de vote ont été... enfin, beaucoup de PV, plutôt des bureaux de vote, ont été détruits. D'ailleurs, je n'invente rien, les images l'ont prouvé. Hein. Mais dans cette pagaille, dans ce désordre, on a pu quand même garder à peu près, retrouver à peu près 6 000. Et 6 000 PV de bureaux de vote pris diversement. Hein. Ce n'est pas que uniquement d'un seul centre. Et donc là, en faisant des projections, parce que c'est possible, ça c'est un échantillon, 6 000, ça fait à peu près 10% de tous les bureaux de vote. Donc c'est un échantillon assez indicateur de ce qui s'est réellement passé. Mais c'est 6 000 PV dans ces 10%, le candidat Étienne Tshisekedi arrivait en tête avec à peu près 75%. Mais ces 6 000 PV dont vous parlez... Nous les avons. Mais vous ne les avez jamais présentés. Ah si, nous les avons présentés. Le secrétaire général de l'époque, M. Jacquemin Chabani, a failli même, au moment où il a été empêché de voyager, était attendu en Europe pour les présenter, mais tout lui a été arraché, il a été torturé, etc. Il avait des documents pour ce faire. Nous les avions, nous continuons à les avoir. Ce que je déplore, c'est que simplement, on veut nous faire croire que c'est dépassé, c'est fini, il faut oublier cette période. On ne l'oubliera jamais. Pour nous, ce serait cautionner l'inacceptable. Nous ne sommes pas prêts à l'accepter parce que nous pensons que si ce choix du peuple n'est pas respecté, eh bien c'est un fâcheux précédent qui risque d'en mener encore d'autres. Et donc, ça ne va pas du tout. Un peu comme si vous vouliez dire, le vin, il est tiré, mais nous, on ne va pas le boire. Non, on ne va pas le boire. Ça, c'est clair, on ne va pas le boire. Comme les Juifs d'aujourd'hui qui continuent à traquer ceux qui ont été des tortionnaires en 40 et 45, comme au Rwanda où on continue à célébrer les massacres de 1994. Donc, nous non plus, pour nous, c'est une hécatombe parce qu'il ne faut pas oublier que des Congolais sont morts avant, pendant et après le scrutin électoral. Il faut respecter leur mémoire, il faut célébrer ces martyrs, et la meilleure des façons, c'est en reconnaissant cette vérité des urnes, la cause pour laquelle ils sont morts.
Voilà. Mais il faut quand même dire que vous n'ayez pas pu exercer comme cela aurait pu être le cas, votre mandat de député. Oui, c'est quand même du gâchis, non? C'est du gâchis, oui, malheureusement, parce que déjà sur le plan personnel, il y a des dépenses qui ont été engagées, donc c'est un peu comme un parti en pure perte, c'est pas agréable, absolument. Mais c'est réel, c'est une situation politique, une crise politique, elle est réelle, elle est palpable, et on ne peut pas avancer sans qu'on l'ait désamorcée. Mais comme certains disent, bon, vous n'allez pas au Parlement, mais ça n'empêche pas aux députés UDPS d'aller toucher leurs émoluments. Bon, je ne sais pas pour ceux qui n'y vont pas, en tout cas, je ne suis pas au courant. Mais vous-même, vous vivez de quoi? Je vis d'abord du salaire de mon épouse, parce qu'elle travaille comme infirmière en Belgique, et moi-même j'ai eu des petites économies. Ne vous en faites pas, j'ai travaillé en Belgique, donc j'ai des revenus grâce à ça. Quand vous entendez par exemple dire que l'UDPS est quand même aujourd'hui dans une sorte de tourmente qui aurait pu faire que vous, par exemple, vous preniez vos responsabilités autrement, quand on vous présente de plus en plus comme une sorte de dauphin. Qu'est-ce que vous dites? Non, je ne suis pas le dauphin. Je suis un fervent partisan de l'UDPS et un fervent tshisekèdiste. Et je m'inscris totalement dans le soutien à Étienne Tshisekedi. Le tshisekèdisme, c'est quoi? C'est lui qui a été élu. Oui. Et donc, pour moi, il n'est absolument pas question de parler d'un autre personnage avant que notre président ait exercé ses prérogatives. Vous ne voudriez quand même pas dire que le tshisekèdisme, si on pouvait en parler, c'est pas comme on disait à l'époque, la parole, la pensée... Non, le tshisekèdisme, moi je le symboliserais en un seul mot, c'est le patriotisme, l'amour de sa patrie, l'amour de son compatriote. Voilà, ça supposerait quoi, amour de la patrie aujourd'hui, par rapport à la situation qui prévaut dans la partie est du pays? Ça supposerait, non, par rapport à la situation du pays, ça supposerait une implication réelle aux côtés des populations qui souffrent et pour trouver la solution à leurs problèmes. Donc, être tshisekèdiste aujourd'hui, c'est aimer son pays, c'est aimer les Congolais, c'est vouloir d'abord le bien des Congolais, comme ça se passe partout dans le monde. Vous n'irez jamais en Amérique, en France ou ailleurs où vous trouvez que l'Américain ou le Français viennent après les nouveaux arrivants. Donc partout ailleurs, la priorité, elle est donnée aux électeurs, parce que ce sont eux qui décident du sort du pays, du destin du pays. Et donc, nous, notre problème, notre souci, notre leitmotiv, c'est d'abord de nous occuper des intérêts du Congo et des Congolais. Et ensuite, les amis ou partenaires qui viendraient contribuer aussi à cet essor, à ce que le pays soit sur de bons rails, eh bien, ils seront les bienvenus, leurs intérêts seront sauvegardés, garantis, et voilà, ensemble, nous cheminerons dans le respect mutuel vers un destin prospère. Et par rapport à cette situation de la partie est du pays, ça ne vous empêcherait pas, par exemple, d'aller vers le Rwanda, parler avec Kagame, parler avec... Absolument pas, nous l'avons déjà fait. Vous savez, je viens de vous parler de l'accord global et inclusif. D'abord, il était on disait accord de Sun City, dialogue intercongolais, qui avait été brutalement interrompu. Mais c'est à notre initiative, nous, de l'UDPS, qu'on est finalement arrivé à l'accord global et inclusif. Donc et pour ça, on a parcouru une grande partie de l'Afrique. Afrique du Sud même, pour commencer, Zimbabwe, Zambie, Rwanda. Donc c'est pour vous dire, Botswana aussi on a fait, et le Malawi. Donc c'est pour vous dire que nous n'hésitons pas pour le Congo. Et pourtant, à l'époque, ça nous avait coûté assez cher dans l'opinion ici, qui ne comprenait pas trop bien pourquoi le président avait été au Rwanda. Mais nous l'avions fait parce que nous avions le souci du bien-être des Congolais. Il fallait qu'on aille palper du doigt, savoir ce qu'il y a réellement. Et depuis lors, nous avons compris que c'est un problème de faiblesse simplement du leadership congolais.
On se moque de nous, on se joue de nous, parce que le leadership congolais est faible. Voilà. Il deviendra fort que quand l'UDPS sera au pouvoir. Il deviendra fort que quand... Mais c'est un peu logique. Ça peut être quand même une façon assez nombriliste de... C'est peut-être ça, mais je vais m'expliquer, vous comprendrez mieux. Vous vous imaginez, est-ce que vous savez d'abord que le Joseph Kabila, qui prétend être le président de la RDC aujourd'hui, vient de la FDL. Et la FDL, c'est un produit pur du Rwanda, de l'Ouganda, principalement. Donc, à partir du moment où c'est eux qui ont fabriqué les acteurs politiques de la FDL, il y a comme un lien de dépendance. Et ce lien de dépendance, on l'a vu. On l'a vu ici. Ce n'est pas Étienne Tshisekedi, par exemple, qui irait boutiquer des accords secrets, comme ça fut le cas ici en 2009, pour un arrangement afin que les forces militaires rwandaises pénètrent sur le territoire congolais à l'insu des autorités militaires congolaises et du Parlement congolais, souvenez-vous. Ça avait coûté d'ailleurs la peau à M. Vital Kamerhe. Est-ce que vous voulez dire Donc c'est vous dire que c'est la faiblesse du leadership congolais. Donc aujourd'hui, le Rwanda peut tout obtenir parce qu'il y a comme une relation d'interdépendance, hein, ou de dépendance plutôt, j'allais dire, du leadership congolais. Est-ce que vous voulez dire que ce qui se fait avec les Nations Unies, avec les forces intégrées, que l'illégitimité pour trouver une solution à la situation qui prévaut dans la partie du pays? J'y reviendrai. L'illégitimité qui vient en plus aggrave encore la situation, fragilise de nouveau le pays. Et ce qui se fait avec les Nations Unies, tous les différents efforts, ça ne fait pas, dans une certaine mesure, faire avancer la cause des Congolais, la cause des populations qui sont dans la partie est du pays. Bon, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'efficacité. Bon, parce que d'abord, on demande la bonne foi des uns et des autres. Mais lorsque vous pensez, par exemple, que le M23, et ce n'est un secret pour personne, est soutenu en haut lieu par le Rwanda, et que la force d'interposition qui est arrivée est chargée, justement, entre autres, de neutraliser des forces comme le M23, donc vous vous rendez bien compte que le Rwanda ne jouera jamais le jeu. Parce que le M23 étant le bras armé de ce pays, ce dernier, ici au Congo, le Rwanda ne voudra jamais essuyer cet échec. Donc c'est déjà mal parti. Alors, quand vous rajoutez à cela la faiblesse de ce que j'ai dit, la faiblesse du leadership congolais, et la désorganisation organisée, orchestrée des FARDC, vous vous dites que ce ne sont pas ces 3000 hommes que les Nations Unies vont envoyer ici qui régleront la situation. Le Congo étant vaste, ce ne sont pas ces 3000 hommes qui vont pouvoir faire quoi que ce soit. Donc c'est mal parti d'avance. Et n'oubliez pas que dans ces accords, dans cet accord cadre, il y a un volet national qui demande une réforme des institutions, etc. Mais lorsque vous voyez la CENI, qui est une des institutions, qui était une des institutions à réformer, qui repart sur les mêmes bases qu'avant, c'est-à-dire on prend des amis, on prend des farfelus, j'allais dire, pour faire avec eux, organiser des élections avec eux, vous vous rendez bien compte qu'on est en train de reprendre les mêmes choses pour causer les mêmes effets. Et si les informations que nous avons, qui se font de plus en plus d'ailleurs, qui s'avèrent de plus en plus vraies... Qui disent quoi? Qui disent que Joseph Kabila prépare une retouche, une refonte de la Constitution afin de pouvoir se représenter, eh bien, la boucle est bouclée. Donc vous comprenez qu'on est en train de saper tous les efforts, évidemment, de cette communauté internationale, et donc de revenir au point zéro. Mais bon, réouvrons peut-être une parenthèse. Si nous entrons dans votre logique, à partir du moment où vous estimez qu'il n'a pas gagné les élections, donc il n'est pas président élu, donc il pourra se représenter. S'il n'a pas gagné les élections et qu'il n'est pas le président élu, il pourra se représenter, mais à condition que le mandat soit exercé par le président élu. Non, dans ce cas, tout est à la normale. Il est dans l'opposition, place qui lui sera réservée avec honneur.
Et le mandat du président Tshisekedi s'exercera pendant 5 ans, et il reviendra s'il veut, oui. Oui, mais ça, 5 ans, là, nous ne serons plus en 2016. Mais ça ah oui, mais ça, c'est pour ça que je vous parlais de temps perdu au début de l'émission, parce que, évidemment, tout ce qui se passe comme temps, c'est du temps perdu. Nous recommencerons à compter le mandat d'Étienne Tshisekedi que le jour où l'effectivité du pouvoir lui reviendra. Parce que maintenant, c'est ce que je dois vous préciser, le peuple a fait sa mission, il a accompli son devoir. Nous sommes maintenant dans une guerre, entre guillemets, pour l'effectivité du pouvoir, ce que nous avons appelé l'impérium. Et le jour où nous aurons l'impérium, ben nous commencerons à compter les 5 années du mandat selon la Constitution. Il y a risque de... Tel que fixé par la Constitution. Il y a risque de nous faire dire que vous êtes seul à penser comme ça. C'est comme si la montre s'est arrêtée, on va la redémarrer quand vous allez arriver. Monsieur Mouton, je vous rappelle que nous étions seuls avant les années 90 à penser que Mobutu était un dictateur et qu'il devait y avoir multipartisme au Congo. Nous étions aussi à l'époque traités de fous. Mais lorsque, du haut de la tribune, Ansele, Mobutu a versé des larmes en disant, en demandant qu'on comprenne son émotion, nous sommes passés de fous à héros. Donc, nous sommes très habitués à être les précurseurs et faites-moi confiance, ça ne nous gêne pas du tout comme rôle. Qu'on se le dise ou qu'on en parle avec vous. Et au niveau de l'UDPS, au niveau du parti, des fois, vous passez à l'analyse différentes possibilités qu'il y a devant vous et vous ouvrez quand même à un certain moment un regard sur l'âge de M. Tshisekedi, par exemple. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? Il est toujours suffisamment équipé pour exercer les responsabilités au plus haut niveau de l'État, ou bien ça pourra être comme ce fut avec, ce n'est qu'un exemple, avec Nelson Mandela qui vient juste pour une année et puis il se retire et c'est fini. Vous savez, l'âge, la santé, l'avenir appartient à Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir donc plusieurs cartes, ou bien il n'y a que cette seule carte-là? Nous aviserons... Est-ce que vous en parlez L'UDPS est un parti organisé, nous aviserons le moment venu. Donc je disais, l'âge, la santé, l'avenir appartiennent à Dieu. Ça appartient à Dieu. Personne ne doit spéculer là-dessus. Depuis qu'Étienne Tshisekedi est en politique, depuis qu'il a commencé, je me souviens, dans les années 80, à prendre des risques face à des dictatures, beaucoup de ceux qui sont venus lui conseiller d'arrêter parce que c'était risqué, parce qu'il avait des enfants qui mettaient tout le monde en danger, etc., beaucoup de ceux-là ont quitté ce monde. Donc, et même les dictateurs contre qui il se battait l'ont précédé dans l'au-delà. Donc, venir me dire qu'il doit... Non, je ne vous dis pas qu'il doit. L'âge du capitaine, je vous pose la question de savoir si c'est une question que vous soumettez parfois à des débats. Monsieur, en 2011, personne ne pariait un copec sur Étienne Tshisekedi. Il sortait d'une longue indisponibilité. Non, peut-être en 2010, puisque 2011, il était candidat. Non, enfin, je parle avant 2011. Hein, avant 2011, personne ne pariait un copec. Et quand il est apparu en 2011, et qui a été le seul candidat à avoir fait le tour, mais le nombre de kilomètres qu'il a parcouru était impressionnant. Donc, c'est vous dire que l'homme va très bien et il ne sert à rien de spéculer sur sa santé. Il va très bien, il est en forme et il est prêt à diriger le pays. Vous l'avez rencontré avant de venir ici ? Non, pas aujourd'hui, parce que bon, nous n'habitons pas au même endroit, mais je l'ai rencontré hier. Mais d'une manière ou d'une autre, ce que vous dites, c'est parole de tshisekédiste. En quelque sorte, oui, mais c'est aussi parole de vérité. Je dis la vérité, je ne raconte pas d'histoire. Puisque vous parlez... Et je ne suis pas le seul, parce qu'avant-hier, j'ai fêté mon anniversaire. J'avais invité des amis, donc je ne suis pas le seul à le dire. Ils l'ont vu, ils l'ont salué, il y en a qui ont discuté avec lui. Dites-moi, puisque vous disiez qu'il y a une sorte de malaise, et lui, par exemple, prenons les choses de son côté, il ne peut pas un jour se mettre debout, il dit, bon, comme ça se fait ailleurs, je vais rencontrer le président Kabila pour parler avec lui. De quoi? On veut bien, mais de quoi? Moi, je vous renvoie à la question. Donc, ils ne peuvent avoir rien à se dire. Mais à mon avis, non. Dans ce contexte, non. Parce que, d'abord, est-ce que vous imaginez
est-ce que vous savez d'abord que... Est-ce qu'à un certain moment, vous vous dites, mettons-nous d'abord un peu... Non, mais attendez, est-ce que vous savez... Mettons un peu nos intérêts de côté. Non, mais c'est impossible. Nos préoccupations je parle du personnelles contexte. de côté, et regardons le Congo, regardons les Congolais. Non, mais dans le contexte actuel, c'est impossible. Il n'y a pas un contexte favorable à un dialogue. M. Etienne Tshisekedi, et c'est ça que j'allais vous dire, est-ce que vous savez qu'il est en résidence surveillée, là? Une résidence surveillée qui ne dit pas son nom, mais qui est réelle. Mais il peut sortir, aller en Afrique du Sud. Oui, seulement quand il demande, quand il informe. Quand il informe. En Afrique du Sud, ils étaient obligés de le laisser passer parce qu'il avait été invité. Et ils avaient tout intérêt à ne pas se mettre en porte-à-faux avec mais qu'est-ce qu'on vous donne comme justification? Donc ça, c'est pour veiller sur sa sécurité comme oui, par exemple, alors que jusque-là, on n'en a pas eu besoin. Donc, vous voyez, il y a comme ça des provocations. Et je ne vous parle pas je vous épargne tout le reste. Hein. Nous avons encore en ce moment, dans les geôles du pouvoir, des amis qui sont encore emprisonnés, torturés, qui sont maltraités, à Kinshasa comme en province. Alors, vous croyez que le contexte se prête à une discussion possible, alors qu'on est incessamment provoqué, brimé, frustré? Ce n'est pas possible. Mais si tel pouvait être le cas, par exemple, d'une manière ou d'une autre. Même le maréchal Mobutu avait un truc, celui de détendre un peu l'atmosphère avant d'entamer des discussions ou des consultations, etc. Mais ici, c'est vraiment l'absence totale de discernement, quoi. Ça veut dire qu'à certains moments, vous vous sentez comme ignoré? Non, absolument pas. Absolument pas. Par qui d'abord? Parce que la population nous considère. Et ça, c'est l'essentiel. Non, ignorer, non. Mais malmener, oui. Et ça, c'est insupportable. Bon, mais moi, je voudrais que vous preniez un peu les choses de cette manière. Essayez tout de même. Admettons qu'il faille dire quelque chose, qu'il vous faille rencontrer le président de la République, ou même ne pas le rencontrer, mais lui dire quelque chose pour... l'accroissement de la paix, pour que le Congo ait toutes ses chances, pour aller de l'avant, pour que les Congolais se mettent ensemble. Si vous estimez qu'ils ne sont pas ensemble, qu'est-ce que vous pourrez dire, par exemple? Que s'il aime réellement le Congo, s'il est attaché au progrès du Congo, qu'il reconnaisse ce qui s'est passé en 2011 et accepte de se retirer au profit d'Etienne Tshisekedi, le président réellement élu. Mais quand vous considérez, par exemple, qu'après 2011, à la période de l'investiture, bon, vous en parlez de votre côté, à l'imité, et de l'autre côté aussi, on parlait d'investiture, et les choses ont été organisées dans ce sens-là, et qu'au sein de la communauté internationale, par exemple, l'Amérique a estimé que pour les 5 années qui venaient, on allait faire avec le président Kabila, et qu'il fallait tourner cette page, quitte à attendre... C'est une attitude tout à fait normale. La communauté internationale n'est pas la communauté congolaise. Ce problème ne concerne que les Congolais. Ce sont des Congolais qui sont morts. Ce n'est pas des natifs ou des ressortissants de la communauté internationale. Hein. Ce sont des Congolais qui sont morts. Et donc, c'est notre problème. C'est à nous, Congolais, de le régler. C'est pour ça que je comprends totalement l'attitude de la communauté internationale qui, c'est vrai, n'a rien à faire, n'a rien à dire pour le moment, dans la mesure où, en plus, qu'il n'y a pas eu d'émeutes, il n'y a pas eu de larges scènes de catastrophes. Hein. Enfin, nous déplorons nos morts, mais le fait qu'il n'y a pas eu toutes ces émeutes tant attendues, etc., la communauté internationale choisit toujours la facilité, c'est connu. Et donc, c'est à nous, Congolais, qui sommes frappés par cette crise, de nous regarder dans les yeux et de chercher à la solutionner. Et quand vous portez un regard, vous passez à l'analyse de différentes actions, ce qui se fait, qu'est-ce que vous dites? De quel côté peut se trouver la faiblesse du côté de l'opposition et du côté de la population, et même du côté de l'élite politique du pays, qui est faible? Est-ce la population prise de manière globale, ou c'est l'élite politique du pays qui ne sait vraiment pas organiser la population? Je crois qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, parce que, bon, n'oubliez pas que dans la population, il y a un fort taux d'analphabétisme, d'illettrisme, etc. Donc, ça aussi, c'est un handicap pour
monsieur et madame tout le monde au Congo. Mais la classe politique n'y est pas non plus innocente parce que, vous savez, je ne vous apprends rien, elle est pourrie. Moi, je n'hésite pas à le dire. La classe politique congolaise est l'une des plus immondes du monde. Donc c'est aussi, c'est un peu un mélange des deux, je dirais. La responsabilité est collective. Mais il vous faudra bien trouver une solution, une approche pour faire avancer les choses, c'est-à-dire qu'on retrouve quand même en vous, quelque part, une propension au compromis. En moi, personnellement, ou en l'UDPS, vous voulez dire? Non, je parle de manière globale. L'UDPS, dans le chef des responsables. Mais vous savez, l'UDPS a pour principe de se battre depuis sa création, de se battre par la non-violence. Et la non-violence implique le dialogue. C'est comme ça qu'on avance. Comme on n'a pas d'armes, on ne fait rien par la force. On le fait par la discussion, par la persuasion. Donc ça veut dire qu'en l'UDPS, on trouvera toujours un interlocuteur prêt à se mettre sur la table pour trouver des solutions pour le Congo. Et de cette manière, mais la mauvaise foi, la violence, c'est d'en face qu'elle vient. Et par rapport à je n'invente rien. Et par rapport à votre option de non-violence, certains moments on dit ce sont des naïfs, ce sont des faibles. Vous entendez des fois dire cela. Oui, même en interne. Hein, même en interne, il y a un ras-le-bol. Il faut contenir parfois. Mais je vous dis, c'est frustrant, c'est difficile à accepter. Toutes ces dégradations qui sont faites sur les personnes, c'est difficile à accepter, oui. Des fois, il y a des gens qui ont vraiment envie d'en découdre autrement. Je voudrais quand même poser peut-être ces questions autrement, en vous amenant à répondre par des questions vraiment très brèves. Est-ce que quelque part, il faut entendre que la fin du malaise suppose une reprise des institutions par l'UDPS? Oui. Est-ce que ça veut dire également que tant qu'il n'y aura pas M. Tshisekedi à la tête de l'État, le Congo ne s'en sortira pas? C'est prétentieux de le dire, mais je dirais plutôt, tant que le contentieux électoral de 2011 n'est pas réglé, le Congo ne s'en remettra pas. Est-ce que, quand même, à certains moments, vous dites qu'il y a des efforts qui se font par le gouvernement actuel pour stabiliser l'économie et faire avancer les choses? Mais ce sera toujours des coups d'épée dans l'eau, même s'il y a quelques points positifs peut-être à épingler, mais dans l'ensemble de la situation, ce sont des coups d'épée dans l'eau, ce sont des tentatives qui ne porteront pas. Hein. Donc, moi, je crois qu'avant d'avoir une économie structurée, il faut d'abord qu'il y ait une administration qui fonctionne. Or, au Congo, l'administration n'existe pas. Nous sommes incapables de dire déjà à combien nous sommes. Où est-ce qu'il y a plus de population et moins de population? Nous sommes incapables de dire tout ça. Et comment vous voulez développer un pays sans avoir ces chiffres-là? Nous avons une grande partie de notre économie qui vit dans l'informel. Et ça, c'est difficile à... Il faut d'abord rentrer tout ça dans le formel. On a entendu parler de la bancarisation et tout ça, mais la grande majorité du pays ne connaît même pas ça, n'a même pas de compte en banque. Comment ça va se passer tout ça? Est-ce que cela veut dire qu'il ne fallait pas commencer? Non, on peut commencer, mais on commence par le mauvais côté. On ne prend pas le problème par le bon bout. Je vous dis, les vrais problèmes du Congo sont politiques. Ils partent de là. Les problèmes partent de la politique. Ensuite, le reste, à partir du moment où la politique est biaisée, ben, ça a des répercussions sur tout le reste, même sur le sport, sur la culture. Prenez les choses de manière globale. Donnez-nous votre analyse à vous de la question politique congolaise pour qu'on essaye de savoir comment y apporter les solutions qu'il faut, les solutions idoines, comme on dit. Voilà, je vous ai dit que le problème du Congo est politique. Ça veut dire qu'il faudrait que nous respections le cadre, parce que nous avons eu des forums, tous avec des conclusions les plus idéales qui soient, CNS, dialogue intercongolais, etc. Mais vous remarquerez que de toutes les résolutions qu'on a prises à ces réformes, la majeure partie de celles-ci n'ont pas été respectées.
Et ça, c'est déjà un début de crise. Quand en plus de ça, vous rajoutez des dirigeants qui sont totalement incompétents, pour la plupart des cas, et qui sont corrompus, parce que la corruption est devenue endémique au Congo. Et je vous donne en cela un exemple, la GECAMIN. Elle a signé 34 contrats entre 2008 et 2011 avec des entreprises extérieures, internationales. Qui a touché cet argent? 34 contrats. C'est des milliards de dollars. Est-ce qu'on l'a ressenti sur l'économie? Est-ce qu'on l'a ressenti dans le pouvoir d'achat? Rien du tout. Donc, et je vous épargne bien d'autres que vous êtes journaliste, vous savez, vous faites des investigations, vous savez comment ce pays est corrompu. Et tant que nous aurons cette situation, mais nous ne démarrerons jamais. On peut avoir quelqu'un de bonne volonté, un technocrate qui arrive et qui se démène comme un diable mais ça ne donnera jamais de résultats positifs. C'est le contexte, en fait, qui est mauvais, et c'est le contexte qu'il faut refaire, qu'il faut revoir. De tout ce que vous dites. Et qu'il faut respecter par la suite. De tout ce que vous dites, est-ce que, très brièvement, au niveau du parti, de l'UDPS, et même au niveau de la présidence de l'UDPS, vous en sentez aussi une certaine responsabilité? Non, de ce que je dis, non, parce que nous n'avons pas été longtemps au gouvernement. Ça a été très bref en 1992, lorsque M. Étienne Tshisekedi a été élu Premier ministre. Et les chiffres commençaient à repartir, mais 3 mois après, ça a dû s'arrêter parce que de nouveau crise politique. Je vous l'ai dit. Et quand vous entendez, par exemple, certains gens rappeler, je ne sais pas comment ça se dit vraiment en Chiluba, peut-être que vous saurez le dire, que ce n'est pas le jour où vous mangez le crapaud ou la grenouille que vous avez de la gale, mais qu'il faut partir à la case départ, c'est-à-dire 1960, où vous avez quand même joué un certain rôle par rapport à toute la suite qu'a connue le pays. Qu'est-ce que vous dites, M. Tshisekedi, par exemple? Moi, non. Je parle de M. Tshisekedi. Moi, non, mais je vais essayer de reprendre les propos de M. Étienne Tshisekedi, qui a été un acteur de cette période, pas principal, pas du tout des plus importants, mais acteur quand même. Je reprendrai ces mots où il dit, voilà, nous sortions tous d'une période de colonisation et qu'il n'y avait personne qui connaissait la politique. Nous étions tous des apprentis en politique et donc c'est normal qu'il y ait eu des erreurs. Des erreurs de tous, hein, de la part de tout le monde. Ça veut dire, comme on dit, comme rien ne naît d'un degré zéro et qu'on est parti de quelque part, il faudra peut-être qu'un jour qu'on se mette tous ensemble, qu'on mette chacun de l'eau dans son vin pour donner au Congo sa chance. Je voudrais que vous repreniez la parole pour terminer ce programme et qu'on ferme les guillemets de cette émission. Ben oui, je dirais comme vous, le Congo a besoin justement des dirigeants qui l'aiment, qui aiment le Congo et qui aiment les Congolais. Ce qui se passe actuellement ou ce qu'on nous démontre par ceux qui s'accrochent au pouvoir n'est pas le bon exemple pour notre jeunesse. Parce que n'oublions pas que le Congo restera, mais nous passerons. Et nous passerons le flambeau à ceux qui viendront, ou le relais à la jeunesse. Mais les signaux qu'on envoie à cette jeunesse, hein, en lui donnant des machettes pour s'en prendre à d'autres jeunes, en favorisant le banditisme avec le phénomène Kuluna, en maltraitant ceux qui font des efforts pour aller à l'école, pour suivre des enseignements, eh ben, tout ça, moi je crois que c'est un très mauvais cocktail qui présage vraiment d'un très mauvais avenir pour le Congo. Et voilà pourquoi nous devons tous nous investir. Mais tous, quand je dis tous, c'est tous de tous bords possibles, mais qui voient les choses de la même façon, qui regardent dans la direction du développement du Congo pour le faire effectivement évoluer. Sinon, ben, c'est perdu d'avance et il n'y a rien à attendre. Parole de Félix Tshisekedi. Oui. Ce n'est pas une parole d'Étienne Tshisekedi. Non, c'est Félix. Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, c'est Félix Tshisekedi. Je crois qu'il serait d'accord avec moi là-dessus. Oui. Voilà. C'est vous que nous avons reçu aujourd'hui, ce sont vos propos que nous avons pris. On les a peut-être mis entre guillemets, ça veut dire qu'ils peuvent être portés dans des débats, qui peuvent être l'objet d'échanges, de discussions. Encore une fois, nous vous disons merci beaucoup. À ceux qui nous ont suivis, nous disons également merci beaucoup. À nos prochaines éditions. Au revoir.